Et bonsoir à tous ceux qui nous rejoignent, et à toutes celles qui nous rejoignent aussi. Bienvenue à tous sur ce live Envergure. Ça fait très plaisir de vous retrouver après la semaine de travail qu'on vient d'achever ce soir. En tout cas, que je viens d'achever ce soir pour pas faire de jaloux. Je tente un truc avec la musique là. Vous avez peut-être vu, il y a une petite musique en fond. Je vais me mettre mon retour pour savoir comment ça rend, pour essayer d'avoir un truc un peu plus agréable. Donc voilà, si vous avez un écho, ne vous inquiétez pas, ça vient de chez moi, c'est un test. Ouais, bon, en fait, je me rends compte que ça marche pas du tout. Donc, très bien. Voilà. Décidément, la musique sur notre live, c'est pas prévu pour tout de suite. En tout cas, c'est toujours quelque chose d'assez compliqué. J'arrive pas à vous mettre un son en fond sans que ça vous arrache les oreilles, en tout cas sans que ça recouvre ma voix. Donc, on va laisser tomber, tant pis. Pour ceux qui arrivent, bonsoir, bonsoir évidemment, des bisous à tous, j'espère que vous allez bien et on va se laisser 5-6 minutes, le temps que tout le monde s'installe, le temps que je vois des gens un peu dans le chat. Bah, salut Jedi et Padawan, bon bah voilà, il y a quelqu'un dans le chat donc on peut vraiment lancer ce live et je peux vous faire un petit coucou. Bah écoute, moi ça va, le week-end, donc ça va toujours le week-end. En plus, les beaux jours sont de retour. Je vais pas me plaindre. Toi, en tout cas, j'espère que ça va aussi. Que t'as eu une semaine sympathique. Hop là, je vérifie. Alors, vous allez voir que je tourne pas mal la tête sur mon PC. Mon PC de retour est assez loin de moi, vu que c'est le bordel sur mon bureau et que je n'ai rien rangé. Voilà, tout tombe. Parfait, parfait. Hop là, on va se mettre comme ça. Ce sera quand même plus évident. Ici, le boulet. On va essayer de pas tout péter non plus. Ok. Salut FD, j'espère que ça va. J'espère que t'as passé une bonne semaine. Bienvenue à toi parmi nous. Et puis, comme je le disais avant, tranquillou, mais les nuits un peu courtes, mais des bons matchs, donc c'est cool. Ouais, t'es courageux de suivre les matchs en live. Alors quoi, match NBA, match NCAA, la March Madness, qu'est-ce que t'as un peu suivi cette semaine? Personnellement, quand on en parlait avec Alan, la NCAA, on est team replay ici. Là, j'ai pu regarder un peu enfin, j'ai regardé la March Madness en replay majoritairement. Et je t'avoue que mon équipe des Bulls de Chicago se fait soulever littéralement par n'importe qui ces derniers temps, ça va pas du tout. Donc voilà, je regarde ça sur mes pauses déjeuner le midi et le matin un peu avant de partir. Donc je reprends l'après-midi en larmes sur les nerfs. Mais voilà, on va espérer que le cycle de défaite s'arrête là parce que ce côté-là c'est dramatique. J'ai pas trouvé de site pour la Madness, tu veux bien m'enfiler un en MP. Ben, il n'y a pas énormément de choses en vrai de pas très legit. Euh, Il y a, je te dirais que tout simplement que les sites de replay NBA pas très legit fournissent aussi un peu de NCA sur certains d'entre eux, pas tous les matchs, mais quelques-uns avec un peu de délai parfois. Sinon, il y a l'abonnement ESPN Player qui coûte, je crois, 7-8 € sur le mois pour couvrir toute la March Madness, un mois et après tu renouvelles pas. Donc c'est plutôt accessible. C'est plutôt accessible là-dessus. Sinon, si t'es pas pressé pour la NCAA, ben, les choses tomberont sur différentes plateformes avec un peu de délai. Voilà. Maintenant, je suis pas hyper expert. Moi, mes connaissances en piraterie s'arrêtent à quelques sites d'origine russe et pas plus. Donc voilà. Et vu que le peer-to-peer c'est plus trop à la mode non plus, voilà.
je vais fouiller, j'en ai un mais qui apparemment ne fait pas la March Madness que de la saison A. Quelle origine ton site? Et dis-moi, ça se trouve on a peut-être le même. Ça se trouve on a peut-être le même. Dis-moi l'origine de ton site et je te dirai où tu vas. Salut Shostigal, bah écoute, oui, oui, la forme, comme je disais, le week-end, le soleil revient, donc on a pu couper le chauffage, on a pu profiter un peu du soleil, on a pu prendre les premiers apéros après le travail, donc là-dessus c'est parfait. Moi je vis, j'ai besoin de soleil, quoi, tu vois, j'ai une véranda, j'ai besoin de me foutre dans ma véranda et prendre un peu de chaleur, donc voilà. Euh, Ah oui, alors, Antique, ouais, donc c'est sur YouTube. Ok, bon, oui, sur YouTube, t'as la saison et ce mec-là, effectivement, fournit la saison régulière. Et coucou, ma petite Manon. J'espère que tu vas bien. Alors, le chat, j'aimerais, s'il vous plaît, quelques big up pour Manon qui vient là, que c'est tout simplement ma petite sœur qui vient me faire un petit coucou sur le live. Donc, elle vient de fêter ses 23 ans. Donc, si vous pouvez lui faire un petit joyeux anniversaire, ça lui fera plaisir. J'espère que tu vas bien en tout cas. Le retour du soleil et des apéros plein air avec les copains, quel plaisir. C'est ça. Ouais, ouais. Moi, j'avais pas acheté à boire depuis un bout de temps. Et là, je t'avoue, quand tu rentres chez toi qui fait 22-23 degrés dans tes pièces et tout, tu te dis bon, allez, vas-y, c'est le moment. Sinon, à quoi bon vivre? Euh, et puis voilà. Bon bah écoute, si tout roule, c'est parfait. Et tu me diras, d'ailleurs Manon, si... je vais des affaires familiales, hein, excusez-moi, ça devient du privé ici, messieurs, dames. Tu me diras si tu as su que je t'ai carjacké et que finalement je n'ai pas eu besoin de toi pour avoir ce dont j'avais besoin. Tout est en private joke. Euh, et bonsoir à tous ceux qui arrivent au fur et à mesure que j'accouche sur le chat. Là, vous êtes une petite dizaine maintenant, donc on va bientôt commencer, hein, de toute façon. Je vais vous expliquer le programme et puis toujours les commandes qui sont disponibles parce que j'essaie de ne pas trop être une vieille personne. Donc si jamais vous voulez savoir de qui on parle, la commande player qui est toujours là. Si vous voulez savoir ce qui se passe sur notre site, bah tout simplement la petite commande site où vous avez tout. Euh, la petite commande board pour avoir l'actualisation de notre big board, c'est-à-dire de notre top 60 en termes de potentiel à la future draft. On vous a mis nos 60 gars et on essaye de, comment dire, on a un article qui a été sorti par Alexandre qui fait un récapitulatif de notre big board, de ce qu'on en pense, et vous avez un peu les insights de pourquoi tel joueur est placé devant tel joueur et quels avis on a dessus, donc c'est toujours hyper intéressant, je vais vous montrer ça. Tes boules, ça pue un peu, je compatis, nos Celtics vous ont volé votre alchimie, c'est ça, hein, c'est ça. Les Celtics qui ont fait un très mauvais début de saison sont comme ça, et les Bulls sont comme ça, donc après pas mal de blessures, pas mal de choses qui sont arrivées malheureusement, notamment Lonzo Ball, etc. Donc ouais, on vit une période compliquée, mais bon, j'espère que ça va se relancer, et puis sinon je continuerai de balancer des choses à travers les pièces. Non, je ne fais pas ça, mais l'envie m'en prend. Je me remets pas de l'élimination d'Arizona, m'en parle pas. Ce matin, je me suis levé et on m'a dit ouais, Gonzaga éliminé, donc j'ai fait haché à tous ceux qui avaient fait un bracket Gonzaga. On me fait non, mais Hugues, ferme ta gueule un petit peu parce qu'Arizona s'est aussi fait éliminer. Et tiens, je vais vous montrer ça. Hop là, hop là. Hop. Normalement, je regarde si mon retour, si j'ai un retour ici, tant que ça s'actualise. Ok, et est-ce que c'est assez gros ou pas? Ouais, je peux un peu plus zoomer. Yes, I. Euh, donc pour ceux qui n'ont pas trop suivi, alors si vous voulez pas vous faire spoiler, je suis désolé, hop je cache, maintenant je scrolle un petit peu, fermez les yeux, sinon c'est vous acceptez de vous faire spoiler les résultats de la March Madness. Pourtant si vous venez sur notre live, je pense que vous savez qu'on va forcément faire un petit encart March Madness. Euh, Hier soir, il y a eu comment dire, deux matchs se sont joués. On a eu un petit Arizona
versus Houston. Et Houston a fait l'upset en prenant Arizona 72-60 et les Wildcats ont fait un match dégueulasse en termes d'adresse que j'ai pas encore pu voir, mais je suis allé voir le box score et à la fin j'ai vu que Tubeli ça fait 0 sur 8, Mathurin 4 sur 14, Carclissa 1 sur 7, donc vraiment un match dégueulasse. Euh, pour les Wildcats et Houston a gagné un match sans adresse. Et de l'autre côté, j'ai vu qu'Arkansas, 23 matchs plus je dis des bêtises, Arkansas a battu Gonzaga et donc l'upset aussi des hommes de Eric Musselman qui est un coach qui a un jeu très NBA, on le répète souvent, c'est un coach qui veut soit du tir près du panier, soit de l'adresse extérieure. Et les hommes de Musselman, donc portés par Jedi Notte et Jalen Williams entre autres, ont réalisé le peut-être face à Gonzaga et c'est pareil, c'est un match que j'ai pas pu voir. De l'autre côté, Duke a battu Texas Tech, donc le 2 contre le 3, c'était le match qui était aussi assez attendu. Et dans la foulée d'un Paulo Banchero exceptionnel, Texas Tech enfin, se voit privé de Terrence Shannon Jr., le junior gaucher porteur de balle qui lui se présente à la draft 2022. Alors je vois les questions Tatum, Tomsak, MVP, ben effectivement va falloir commencer à le considérer sur le deuxième partie de saison où il est exceptionnel. Euh, mais en première partie de saison c'était pas non plus ça, donc on sait quand même que les votants prennent plus en compte la fin de saison. On le voit actuellement avec notre ami notre ami Yanis Antetokounmpo qui au début de saison avait pas des gros résultats puis maintenant roule sur tout le monde et en plus gagne des matchs et donc du coup est vraiment reconsidéré. Et après on me dit Jokic, Embiid et on oublie un peu trop Booker, bah oui il tient la baraque en l'absence de Chris Paul, il fait plus que tenir la baraque vu qu'il est monstrueux avec des grosses perfs. Yanis, LeBron, bon pour moi LeBron est hors course avec le résultat des Lakers, la bataille est rude. Oui on a une course au MVP qui est assez ouverte. Ce que je trouverais assez ouf, c'est d'avoir encore un MVP non américain. Il n'y aurait pas de MVP américain depuis qui? Depuis James Harden. On aurait l'enchaînement Jokic, Yanis. Donc ce serait très très intéressant. D'ailleurs, une idée de sujet pour un live ultérieur, l'utilisation de Timeline en défense par Udoka, très intéressant. Bah écoute, ça tombe pas trop mal que tu me dises ça parce que ce soir, pendant que je vous laisse un petit peu là le truc de la March Madness, ce soir je vous ai préparé un live avec deux pivots. On a pris deux intérieurs, un intérieur profil offensif passeur, en la personne de Trevion Williams, qui joue avec Purdue, les Boilermakers, hein, les chaudronniers de Jaden Ivey qui se sont débarrassés de Texas dans un match assez sympa. Et on a aussi Christian Koloko, pivot défensif d'origine camerounaise, qui joue justement pour Arizona et qui est remonté dans pas mal de mocks et de boards en fin de saison NCAA parce qu'il a fait de très gros résultats et il y a de grosses victoires références pour Arizona. Donc voilà, deux profils un peu différents et on va essayer de regarder leurs forces, leurs faiblesses et surtout quelle projection pour eux dans la NBA, dans quelle équipe ça pourrait correspondre. DeRozan aussi est pas si loin, mais ça retombe un peu en cette fin de saison. Bah c'est ça, c'est que DeRozan il a fait un mois de février absolument incroyable où il a dépassé un record de Will Chamberlain, où il a égalisé des records de Jordan au scoring à Chicago, ce qui n'est pas rien avec un mois à plus de 35 points de moyenne. Donc un mec, il était complètement en feu. Depuis, il s'est fait une petite déchirure à l'aine. Il joue blessé un petit peu avec des défenses qui se sont adaptées après le All-Star Break en le trappant très très haut. Et du coup, il connaît un mois de mars globalement difficile. Et ça se voit dans les résultats collectifs. Et donc là, en plus, la blessure qui l'a écarté des terrains, notamment hier, on devrait en savoir plus ce soir. Et j'espère que on n'aura pas une blessure supplémentaire parce que déjà Lavine est blessé et joue blessé, Caruso a été blessé, Patrick Williams a été blessé toute la saison, Lonzo Ball est blessé donc juste envie de crever en fait. mais euh, mais voilà. Euh, hop, et bah écoutez, on va pouvoir y aller. Comme je vous le disais ce soir, on parle de Trevion Williams
Et on parle de Jalen Williams. Ah, j'en prends une dernière sur les Bulls, c'est mon côté fanboy. Vucevic et Barden c'est de tenir défensivement toute une saison avec l'absence de Lonzo et Caruso d'autant plus. Bah, en fait, c'est ça, quand tu regardes le début de saison, on a Lonzo, Caruso et on est top 5 défense NBA. Parce qu'il y a un système de jeu qui a une rigueur et tout ça, et que le banc c'est que des morts de fin défensifs. On a un excellent banc défensif, et ensuite bah, tu perds tes deux meilleurs défenseurs, et après bah, tu t'étonnes que la défense soit moins bonne. Enfin, c'est les gens qui nous disent oui, les Bulls ils se sont effondrés, ils défendent pas. Bah oui, ils ont pas leur meilleur défenseur. Donc effectivement, c'est QFD, faut pas être un génie pour capter ça. Et Ayo de Sunmu, ça a été une bonne surprise où on l'a vu porteur de balle et j'étais moi-même surpris parce que je pensais pas qu'il pourrait porter la balle en NBA et finalement après le All-Star Break les équipes en face elles se sont adaptées et elles ont fait ce qu'elles auraient dû faire depuis le début si la NBA savait scouter correctement et adapter son plan de jeu, mais ce qu'ils font pas parce que c'est la saison régulière et tout le monde s'en fout, c'est de passer sous les écrans parce que le gamin est un excellent tireur en catch and shoot, mais c'est pas un tireur off the dribble. Et donc à partir du moment où les défenses sont passées dessous sous les écrans et ne le laissent plus naviguer balle en main dans l'entre-deux en pick and roll, bah, il devient inefficace en NBA. Il est défendu par trop de profils et du coup son manque d'explosivité dans l'axe panier-panier, ce qu'on fait souvent chier avec l'explosivité axe panier-panier, bah c'est ça. Euh, Faut absolument qu'il puisse développer s'il veut exister en tant que porteur de balle pendant que j'ai mon plus grand qui vient casser les testicules. Non, Soleil, tu montes pas devant l'écran. Il faut absolument qu'il développe un tir euh, en sortie de dribble, notamment lorsque les défenses font la passe sur lui sur pick and roll, en passant en dessous pour pouvoir être efficace. Donc voilà, moi je n'y crois pas comme un porteur de balle à terme en NBA. Maintenant ça reste un rookie, même s'il a fait 3 ans de fac. Effectivement, il y a une marge de progression et je l'aime très fort aussi. Et c'est un local, donc l'histoire est magnifique et j'espère qu'on le prolongera. Donc on disait, excusez-moi, je m'égare. Ce soir, on va parler de Trayvon Williams et de Christian Coloco. Si on regarde un petit peu notre consensus, donc là on est sur le board. Si vous voulez la voir, vous me rejoignez ici pour pouvoir aussi naviguer avec moi. Christian Coloco, on le retrouve en 39e position au global dans le board. Donc c'est un pivot qui joue pour les Wildcats, donc de 22 ans. Euh, on le retrouve au global en 39e position, donc c'est-à-dire dans le range 20-40 où globalement tous les joueurs entre 20 et 40 sont très très proches. Et chez moi c'est le cas aussi. C'est plus une question de goût euh, et de voilà pour les classer, mais il n'y a vraiment pas un écart si énorme que ça entre 20 et 40. Il est, vous le voyez, on l'a tous mis à peu près dans le même range. Alors, faut que je regarde chez Tuk, où est-ce qu'il est chez Alex par exemple, Coloco, on va faire comme ça. Si tu nous dis je l'ai, mais je l'adore. Ouais, oui, bah après, entre 20 et 40, c'est quasi pareil. Donc, tu vois, moi, je vais te dire ça, je crois que je l'ai 40. Mais en réalité, il peut tomber 30 et je crie pas au scandale. Ce serait pas du tout déconnant. Donc, Coloco, Coloco, Coloco. Vous l'avez 34e chez qui? Chez Ben. Vous l'avez du coup 39e chez Manu. 40e chez moi. 46e chez Alex. Et qui l'a mis très très bas? C'est Alan qui l'a mis 57e. Ouais, Alan qui l'a mis 57e, voilà. Donc c'est Alan qui fait tomber le range, mais sinon on est à peu près tous d'accord. Qu'est-ce qu'on retrouve sur lui quand on clique sur sa page envergure? Donc on va faire ça, toujours, vous connaissez la connexion de la campagne hein, qui lag un petit peu. Donc vous voyez que c'est un pivot 2,16 m, donc c'est du 7,1, 7 pieds 1 dans le système métrique. 223 cm d'envergure, donc vous êtes sur du 7 pieds 4, 102 kg, donc un corps assez développé. Déjà, ça s'explique parce qu'il a fait 3 ans de fac, et vous voyez que c'est un temps de jeu, un temps de jeu qui exponentiel, une augmentation constante. L'an dernier, il start un peu plus de matchs, mais toujours un petit temps de jeu, donc il commence avec 8 minutes, puis cette année 25 minutes.
avec un nouveau coach. Hein, l'Arizona a trouvé un nouveau coach qui a fait un très bon travail en première année. Et vous avez le coucou de mon grand qui passe devant la caméra. Voilà, très beau, bravo. T'es bien, mais oui, Soleil, t'es beau. Donc, un nouveau coach, il est responsabilité en tant que pivot titulaire. Derrière lui, il y a Oumar Ballo, l'ancien pivot de Gonzaga, qui est en deuxième rotation. Il joue à côté d'un autre intérieur, Azuolas Tubelis, l'intérieur lituanien, qui a été décalé au poste 4 pour l'instant à Arizona parce que voilà, il y a des gros. Et à l'extérieur, il est avec Bénédicte Mathura qu'on présente plus. Il est avec Kerr Kriisa, le tireur à 3 points, et il est avec Taylor Terry, le meneur de haute taille qui fait 2 mètres, que j'aime beaucoup aussi. Et voilà, il fait une très très belle saison. On voit que l'explosion statistique, elle est dans tous les domaines. 12,6 points, donc il a plus que doublé ses points. 7,3 rebonds, 3 blocs de moyenne, donc un, pour un temps de jeu, comme on voit, 26 minutes qui est assez faible, donc vraiment un joueur qui est très efficace quand il est sur le terrain. En termes de pourcentage, vous voyez que ces pourcentages au global et à 2 points sont quasi identiques parce que c'est un joueur qui n'existe, on va le voir, enfin qui existe uniquement près du panier. Donc 64% de réussite, ce qui est intéressant pour un pivot sans être élite, surtout pour un joueur qui joue aussi près du cercle. Mais encore une fois un petit temps de jeu. Et au lancer franc, 73%, ce qui est correct encore une fois pour un intérieur, avec 4 tentatives par match. Et on va aller voir ça un peu plus dans les stats avancées. Un bloc pourcentage, on va juste aller voir là-dessus, de 10%, c'est-à-dire qu'il bloque un tir sur 10 lorsqu'il est sur le terrain. C'est intéressant, c'est encore une fois pas élite. Si on regarde les monstres que sont Walker Kessler, Mark Williams ou encore notre ami Chet Holmgren par exemple. Mais 10%, on doit peut-être s'approcher un peu de Jalen Duren qui doit être à 13-14%. Donc c'est un pivot défensif assez intéressant, assez complet, aussi bien physiquement que dans l'apport sur le terrain, mais qui est pas au-dessus, vraiment au-dessus des gros noms attendus, et c'est pour ça qu'on l'a pas énormément plus haut. Et je sais que tu ne dis personne là au premier tour. Il y a une logique chez les membres d'envergure où ils ne draftent pas, et je vais dire ils parce que je me sépare un peu de ça sur certains points, ils ne draftent pas les copains de pivot remplaçant au premier tour. Donc à partir du moment où ils considèrent qu'un pivot est pas un potentiel de pivot titulaire, et cette année il y en a quelques-uns, hein. On a vu forcément Chatham Green, Jabari Smith qu'on considère plus comme pivot, Jalen Duren et Moussa Diabaté pour la majorité des membres d'envergure. En gros c'est le consensus global, ces quatre-là peuvent être des pivots titulaires et du coup on les a au premier tour en consensus. Et du coup, les autres pivots, donc Koloko, Oscar Tshiebwe, Trevion Williams, Jalen Williams, etc., sont mis au second tour. Parce que, chez Envergure, si t'es pas pivot titulaire, tu n'es pas au premier tour. Moi, je considère à titre personnel que je drafte pas de pivot dans le top 10 si c'est un pivot traditionnel. Donc, personnellement, genre, je viens de dire 2 fois personnellement, c'est dégueulasse. Jalen Duren est un peu plus bas parce que c'est entre guillemets qu'un pivot classique, mais je m'autorise à drafter des pivots remplaçants en fin de premier tour sur une logique où un pivot backup ça coûte 5 millions de dollars à peu près, c'est assez cher pour ce qu'on lui demande de faire en NBA. Un pivot fin de premier tour ça coûte 1,5 million de dollars sur 4 ans. Donc si t'as un mec qui peut être prêt comme un coloco entre autres, et que tu as un vrai besoin sur ces postes-là, et que tu es une équipe qui est compétitive, donc qui va drafter plus au besoin qu'au potentiel, alors l'opération peut être intéressante. Mais, euh, mais voilà, c'était pour expliquer le pourquoi du comment vous ne verrez pas ou très peu de pivots backup qui sont amenés à être des backups en enfin en premier tour chez Envergure. Koloko Siakam ça pourra jouer le Nigeria, bah toujours le même problème, hein. De toute façon dans les pays africains, c'est que le guard play est dégueulasse, donc ils sont souvent des vrais intérieurs hyper forts, mais, euh, mais ils ont pas assez d'extérieur et
Dès que tu mets un peu de pression tout terrain, ou que tu mets un peu de pression sur le porteur de balle, c'est compliqué. Et le Nigeria là-dessus est un peu en avance avec pas mal de profils de ball handler. Voilà. Christian Coloco supérieur à Mark Williams. C'est des profils, les deux sont des profils défensifs, les deux sont des corps assez près. Mark Williams est peut-être un peu moins mobile que Christian Coloco, mais est un meilleur rim protecteur. Donc ça dépend de ce que tu veux, comment tu veux défendre. Est-ce que tu veux avoir une défense vraiment qui drop avec ton pivot qui reste très bas dans la raquette, dans un simili quasiment de zone pour tout contrer ce que fait Utah. Et dans ce cas-là, Mark Williams est plus approprié parce que Mark Williams, c'est un, c'est une vraie bête physique. Ou est-ce que tu veux avoir une défense un peu plus moderne avec un pivot qui peut monter sur le porteur de balle, euh, le pick and roll un peu plus haut et redescendre. Et dans ce cas-là, Christian Coloco est un peu plus adapté à ce qu'on va voir. Et la différence, c'est que Mark Williams va se faire punir par les extérieurs près du cercle qui changent vite de direction et là il va être un peu en galère. Euh, Là où Christian Coloco lui va être plus en difficulté sur les profils plus puissants qui vont se faire un malin plaisir à le défoncer, à lui rentrer dedans. Il est encore assez fin, il s'est fait écraser par pas mal de d'ailier au niveau N6 qu'on va voir là tout à l'heure et donc ça va mettre un peu plus de temps je pense pour qu'il puisse être efficace défensivement en NBA. Voilà. Est-ce que Ibou Badji et Khalifa Diop ça va à la draft? J'en sais rien du tout. L'Europe c'est vraiment pas ma spécialité. N'hésitez pas à demander à Nico. Alors je vous mets ici, je crois que c'est Team. Normalement ça va s'afficher ou peut-être équipe, je sais plus. Ouais, si c'est un team, vous voyez, il y a compte perso de Nico, qui est notre scout, euh, qui travaille entre autres pour un club français et qui est spécialiste de l'Europe, ou bien vous allez demander à Romain, hop, je crois que ça va être... Ah merde, pardon. Donc team... pas à Romain, je dis des bêtises, pardon, à Pierre. Team 1, vous avez le compte, donc c'est Pierre B, qui est aussi spécialiste Europe chez nous et qui aura plus d'infos pour parler de Ibou Badji, Khalifa Diop. Mais il y a déjà pas mal de trucs sur le site d'envergure sur Ibou Badji, Khalifa Diop. Donc voilà, si vous voulez faire votre plaisir, moi, la saison européenne, je vais m'y pencher dans peu de temps, quand la saison de série sera vraiment finie. Et là, je rattraperai mon retard sur la saison européenne, tout simplement. Avec les gros profils, mais ça peut peut-être aller à la draft. Oui, Ibou Badji, Khalifa Diop, ça fait déjà 2 3 ans qu'on en parle chez Envergure euh, assez couramment, notamment l'an dernier vous avez un podcast qui est sorti où ça parlait de ces... Enfin, il y avait un podcast spécial sur Ibou Badji et Khalifa Diop. Maintenant, Christian Coloco. On va aller regarder dans les stats avancées. Alors là j'ai mis pour du... Je veux aller du coup... Parce qu'on va faire le deuxième après, donc on fera ça plus tard. Hop là, on va aller voir Arizona. J'avais suivi leur profil l'an dernier, mais je ne mis pas dans les mocks. Alors, ma mock c'est normal perso parce que je draft pas, enfin je place pas les joueurs que j'ai pas vus. Donc voilà. Si tu les vois dans aucune des mocks, il y a deux possibles raisons. La première, les Américains, ils parlent pas des profils non américains hors grosse pépite avant la fin de la March Madness parce que ça vend pas du clic. Donc jusqu'à la March Madness, on n'en parlera pas. Et après la March Madness, tu vas voir que les profils NBL et Europe vont tout d'un coup apparaître dans le top 10. Et ensuite, ce sera modéré une seconde fois. Et la deuxième raison, c'est peut-être que les scouts NBA s'en foutent d'Ibadji Khalifa Diop dans le sens où ils n'y croient pas pour, euh, pour l'année prochaine. Alors attendez, parce que je crois que... Non, d'accord, pardon. Hop là, excusez-moi. Je croyais que j'avais un de mes chats qui était enfermé. Donc oui, ça veut dire que dans le sens où pour eux, Ibou Badji, Khalifa Diop n'iront pas en NBA et du coup ils en parlent pas. Et s'ils en parlent pas, les scouts NBA aux grands médias, les grands médias les placent pas dans les mocks et ça peut être un indicateur. Par exemple, Dereon Cibron, à mon grand dame, personne n'en parle dans les mocks
un peu mainstream, et ça peut vouloir dire que De'Aaron Brown ne va pas à la draft et que pour l'instant il n'est pas considéré comme un prospect NBA. Voilà, ça peut être un indicateur et là-dessus moi je suis pas assez expert, je suis pas assez dans les insights pour pouvoir vous apporter plus de précision. Coloco, donc troisième volume de l'équipe en termes de tirs, même si vous voyez que c'est très très serré dans la répartition avec le quatrième, c'est une équipe assez collective. Il y a Bénédicte Mathurin et Tubelis qui sont un peu devant, lui c'est le troisième volume. Je suis entendu encore une fois que je le rappelle plus petit que les autres copains. Salut Joe, bienvenue à toi. Installe-toi, on parle de Christian Coloco, le pivot camerounais, et on va parler ensuite de Trevion Williams, le pivot américain, formidable passeur. Coloco, donc on voit que globalement 70% de ses tirs, en tout cas dans 2 tiers de ses tirs sont pris près du panier, et il y est très efficace, 75% de réussite, ce qui est vraiment bien. C'est quasiment que du tir avec une passe décisive, c'est-à-dire du pick and roll, hein, globalement, ou de la passe sur un cut quand il est dans le dunking spot avec un alley oop ou un truc dans ce style-là. Et les 25% qui restent, c'est du jeu poste bas, et sur le secteur poste bas, on va le voir qu'il est beaucoup moins efficace. Dans le 2 points long, alors on dit 2 points longs, mais là ça va vraiment être plus les tirs en touché un peu plus éloignés du panier. Donc on est à 44% sur ce secteur là, mais il n'y a quasiment pas de mi-distance. On va en voir un petit peu, je vous ai mis un extrait, mais il y a très très peu de situations où vous avez un pick and roll où Coloco va réceptionner le ballon à mi-distance et va sanctionner avec un tir. C'est vraiment assez rare. C'est pas un truc qui fait beaucoup, donc on est plus sur du toucher en fade away ou en push shot plutôt que sur du vrai mi-distance. Et il y a une efficacité moyenne sur ce secteur-là, donc ne vous laissez pas tromper par le 44%. C'est pas un mec qui va prendre vraiment beaucoup de mi-distance et qui va avoir un bon tir. Ça montre plutôt un joueur qui manque pour l'instant un peu de toucher. Et encore une fois, c'est majoritairement pris en comment dire, en passe décisive. Et donc les 50% que vous avez pas pour passe décisive, c'est justement les situations post-bas où on part sur un fade away qui est du coup placé à mi-distance. Et à ce moment-là, il est très peu efficace, hein. C'est ce qu'on voit ici. Plutôt ici. Et enfin, quasiment pas de 3 points, c'est 0,1 par match, donc c'est sur des fins de possession, sur il reste 4 secondes à l'horloge, enfin 4 secondes, non même pas, 1 seconde à l'horloge, et je balance. Enfin sur le free throw rate, donc c'est-à-dire le nombre de fois où le joueur, pardon encore, où le joueur va générer des lancers francs alors, par rapport au nombre de tirs qu'il prend. Et là, on voit que son free throw rate est à 45%, ce qui est pas mal. Ça montre qu'il est assez agressif, sur- surtout quand on compare avec, enfin, quand on regarde par rapport au nombre de tirs pris près du panier. Euh, voilà, c'est un joueur qui fait tomber des lancers francs. Et quand on regarde le pourcentage de réussite, 74%, ce qui est moyen, sans être non plus dégueulasse. On n'est pas sur les 50% et sans être élite non plus. Donc je suis sur un pivot un peu traditionnel. J'aurais voulu être un artiste pour vous parler de cinéma. J'aurais voulu être un artiste et j'ai pas la suite. Si vous aimez Starmania, c'est pour vous. J'aurais voulu vous montrer, pardon, la shot charts de Christian Coloco pour vous montrer la répartition des tirs, mais le site était en train de bugger sévère tout à l'heure, donc on va essayer, mais je ne vous promets rien. Euh, on va essayer de vous montrer ça avec CBB Analytics, si jamais vous voulez les ressources. Elles sont là. Je n'ai pas rajouté d'ailleurs CBB Analytics dans ma liste de ressources, il faudrait que je le fasse. Ah, ça a l'air de mieux marcher que tout à l'heure, donc on va peut-être avoir quelque chose. Ça vous permet d'avoir les shot charts, donc c'est-à-dire les tirs pris soit par équipe, soit par joueur, soit par match. Moi, ce qui va m'intéresser, c'est par joueur. Alors, est-ce que ça va fonctionner? Incroyable, ça fonctionne. Bon, bah parfait. Et ensuite, on va aller euh, sur les zones plutôt que sur la heatmap. Touk, 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 touk. Alors, ouais, la shot zone. Et Bryce Hamilton, on s'en fout. Nous, ce qui nous intéresse, c'est Coloco, notre Camerounais, qui joue pour les Wildcats. J'en profite d'ailleurs que vous l'avez là en automatique. Partage ce live sur les réseaux, c'est la meilleure pub pour nous.
en réalité, on voit que notre live, il marche, enfin, là où il marche le plus fort, c'est que forcément quand les gens le repartagent. Donc c'est tout con, mais si vous avez le temps de retweeter sur Twitter ou voilà, d'envoyer à vos potes, si vous avez des potes qui peuvent s'intéresser à la NCA, pardon pour le bruit à côté, ma vie de famille, si vous avez meilleur pub possible le bruit de la chasse d'eau, si vous avez le moyen voilà de partager le lien vite fait, ça prend 30 secondes et pour nous c'est vraiment la meilleure des pubs pour qu'on puisse toucher le plus grand nombre. Voilà. J'aurais fait avec plaisir, mais pas sur les réseaux. Non, mais il n'y a pas de problème après, tu vois, mais c'est juste. Si tu te dis, écoute, t'as un pote qui aime bien le basket, qui suit la NBA, et voilà, un petit WhatsApp, un petit message, hop, t'envoies le lien, et, euh, et c'est parti. Puis bah sinon, juste, on reste entre nous. Donc vous voyez maintenant dans la répartition des tirs, globalement, on est sur du panier, hein. Il a pris 285 tirs. Il y en a 173 qui sont vraiment sous le cercle. Il est au-dessus de la moyenne, vous voyez que la moyenne est de 65%, mais ça prend en compte aussi les extérieurs, donc voilà. Et ensuite, euh, quand je vous le disais, c'est pas du vrai mi-distance, on est dans la zone qu'on appelle in the paint, où il est un peu au-dessus de la moyenne, mais par rapport aux intérieurs, il est un peu en dessous. Avec un petit volume, donc c'est plus vraiment sur les bras roulés un peu éloignés, sur les hook shots, sur les fadeaway. Et dès qu'on s'éloigne un petit peu plus, déjà le volume est assez faible. Donc dans l'elbow à gauche, on voit quelques tirs à mi-distance. Ça revient au fait que on est sur du pick and roll. Lui, il va rouler côté gauche. Son porteur de balle va driver dans l'axe, donc sur sa droite. Du coup, à ce moment-là, il reçoit le ballon sur une passe directement main droite et il peut dégainer à mi-distance. Il va être un peu plus à l'aise là-dessus. Pour ça que vous avez 9 tirs et une belle efficacité que côté droit où le ballon lui arrive sur une même situation avec un drive dans l'axe. Le ballon lui arrive main gauche, donc faut qu'il réaxe sa balle sur sa main droite pour dégainer et là-dessus c'est un peu plus compliqué. Donc pour ça que vous avez un peu moins de tirs pris sur ce secteur-là. Mais voilà, globalement, pivot intérieur. Maintenant, hop, là, c'est pas cette playlist là qui m'intéresse. On va aller voir du film. C'est toujours ça le plus intéressant. Donc, je vous mets la playlist. Comme d'habitude, je vous ai préparé ça en plusieurs playlists que je vais laisser tourner pour vous présenter ce sur quoi on va s'attarder particulièrement. Et ensuite, on mettra les séquences au ralenti en, en séquence par séquence pour avoir un truc un peu plus profond, un peu plus précis. Hop là, je vais réduire la caméra parce que ce qui va m'intéresser, c'est plus ma tête, c'est vraiment de voir l'ensemble des actions et on va commencer par la défense de Christian Coloco parce que c'est quand même sa clé d'entrée en NBA. On achète un profil de pivot défensif, contreur, assez mobile et qui pourra apporter sur 15 minutes en sortie de banc un, un apport positif et mettre un peu de viande dans la peinture, comme on dit, avoir un tonton en relais. Donc globalement, sur les extraits que vous allez avoir ici, je vais vous mettre du bloc soit sur des pivots qui jouent poste bas et qui va pouvoir contrer, ou bien comme là on a pu le voir ici sur du second rideau. C'est un excellent contreur sur second rideau. Il vient très bien en aide, très intelligent, de très bons instincts. Athlétiquement parlant, le joueur, ce qui nous plaît, c'est qu'il monte haut, bon hang time pour pouvoir rester en l'air, belle mobilité, je vous l'ai dit, dans l'axe panier-panier, mais aussi latéralement. C'est un joueur qui a un temps de réaction assez court, donc il peut venir aider. Il y a un manque de puissance, notamment dans le bas du corps, donc il peut se faire enfoncer sur des profils physiques puissants à l'aile. On pense à en NCA, des Paulo Banchero, euh, qu'est-ce que je peux avoir en ailier un peu puissant. Bon, Keegan Murray, pas le meilleur exemple, mais voilà, ce genre de profil d'ailier de grande taille qui vont au cercle. Et aussi contre des pivots supérieurs en NCA. Donc on pense par exemple au match contre Kofi Cockburn, où très souvent il s'est fait enfoncer par le gros fessier de Kofi Cockburn, qui
enfonce beaucoup de monde, hein, notre ami au nom d'acteur pornographique de la fac d'Illinois. Et ça, en NBA, quand on pense au pivot offensif. Salut Guigui. Est-ce que je suis UNC ou UCLA? Le cœur est pour UNC, la raison pour UCLA. Voilà. Réponse de Normand. Moi j'aime beaucoup Caleb Love et c'est une de mes grosses déceptions. Mais c'est un joueur dans lequel je croyais beaucoup et voilà, UNC, j'ai un bon feeling avec eux depuis longtemps. Mais et UCLA, c'est pas une équipe qui m'a beaucoup fait vibrer, surtout les années de disette de la décennie 2010, mais je pense que UCLA va l'emporter. Après, je te dis ça, mais mon big board, enfin mon big board, n'importe quoi, mon bracket est complètement éclaté au sol, donc UNC va gagner ce soir. Donc je disais, oui, en NBA, on revient avec des pivots dominants, des pivots puissants. On pense forcément au Joel Embiid, on pense forcément au Nikola Jokic, mais aussi au Valanciunas, au Steven Adams, euh, Vucevic, au Nurkic, etc. Donc beaucoup de pivots puissants qui vont attaquer le, qui vont attaquer le cercle et qui vont jouer poste bas. Et ça, Koloko, il est pas encore très prêt. Euh, Par contre, ce qu'on aime beaucoup défensivement, et ce que vous avez pu voir là dans les extraits qui tournent, c'est qu'il communique très très bien. Je vais vous inviter à regarder un petit peu ses gestuels. Il va vraiment souvent dire à ses coéquipiers qui prendre, replacer les gars, annoncer quand il vient en aide, etc. Donc c'est un très très bon communicant. C'est vraiment une encre défensive à l'intérieur hyper intéressante. Donc, euh, donc voilà. Après Cockburg, il y a Grady Dick, ouais, Grady Dick, le shooter qui va jouer du côté de Kansas l'année prochaine. On va avoir une tub de plus en NCA. Le casting progresse. Voilà, là, vous aviez le gros pivot africain. Maintenant, vous allez avoir l'ailier tireur. Ça va être un franc tireur du Kansas avec sa petite croix autour du cou et qui va salir du monde. Dommage que Cockburn n'ait jamais joué à Oral Roberts. Effectivement, effectivement, ça pourrait être cocasse, dirons-nous. Mais on va avoir plein de noms encore sympas l'année prochaine. Donc voilà pour le profil défensif globalement. Un pivot assez traditionnel qui peut monter, qui communique bien, qui apporte du second rideau, mais qui doit encore s'épaissir notamment dans le bassin. Et c'est ce qu'on va pouvoir aller voir ici. Quand je vous parle d'épaissir le bassin, n'y voyez pas de propos salaces en rapport avec Kofi Cockburn justement. Est-ce que tu vois Duke ne pas aller au Final Four? Alors ils vont affronter qui nos Juki? Petite parenthèse, hop là. Elles sont plein de parenthèses, hein. La vie c'est que des parenthèses. Ils vont affronter Arkansas. Bah écoute, Arkansas a totalement déjoué les pronostics parce que comme tu le vois, moi je les voyais se faire éliminer contre Yukon au second tour. Bien vu, Hugues, bien vu. Vu que tu connais pas les second tours, et Arkansas a ensuite passé les Lobos de New Mexico State et Gonzaga. Donc j'ai envie de te dire non, je pense pas qu'ils vont passer Duke, mais jusqu'à présent ils ont déjoué tous les pronostics, donc pourquoi pas. Maintenant, euh, Duke a un pivot, Mark Williams, qui peut faire chez Jalen Williams par sa longueur, a un ailier fort, et je vois pas comment ils vont défendre Koloko. JD Noté, ils ont des armes pour le défendre avec AJ Griffin et Trevor Kills, donc voilà. Mais encore une fois, quand tu vois mon bracket, je me suis planté dans les grandes largeurs, miser sur l'opposé. Hop, donc ici, alors j'ai dit, on recommence. Ok, pause, on revient en arrière. Ici, donc là vous allez avoir un premier bloc. Donc quand on voit l'envergure, je frise. Belle utilisation des bras et des mains chez Christian Koloko. Il vient perturber assez haut les porteurs de balles. Il met de la pression sur le ballon et il va orienter latéralement. Donc vous voyez l'orientation franche latérale, il contient et il reste vertical. C'est un joueur qui peut rester vertical. Et hop, je reviens encore une fois ici.
dernière chose sur la séquence qui est pas mal. Donc ici, je joue avec deux pivots hein, face à Stanford. Hop, sur la séquence, ce qui va m'intéresser là, c'est qu'il est capable de contester des deux mains. Et ça, c'est un skills. Vous voyez là, il reste droit. Et là, c'est la main gauche pour contester le tir, donc capable de contester des deux mains. C'est un skills qui est important quand vous êtes un protecteur de balle, de pouvoir contester le tir main droite, main gauche et vous adapter. Deuxième séquence sur Hunter Dickinson, il y a une belle aide, faites une prise à deux par Bénédicte Mathurin, je reviens ici, je passe sur Moussa Diabaté et très vite vous voyez je me remets dans l'axe. En second rideau, belle compréhension du jeu chez Coloco pour aller bloquer. Là, Oumar Balo est battu, je reviens dans l'axe perturbé et je vais aller bloquer encore une fois sur un second rideau. Et ce que j'aime bien, c'est dans son positionnement, vous voyez ici, surtout ici, il se met dans l'axe de la passe pour pouvoir essayer d'intercepter si jamais il y a un renversement sur Rémi Raquez dans le corner et du coup ne pas avoir une aide facile à casser. Donc on reste dans l'axe de la passe, on est ici aussi en protection de Peyton Watson et on va aller fermer et bloquer au panier. Kill, j'ai dû rater des trucs, je lui vois rien à part que c'est un buffle. Écoute, il y a un live qui a été fait dessus, je t'invite à le regarder. Euh, Si t'aimes Marcus Smart, tu peux aimer Trevor Kills. Peut-être un peu moins mobile latéralement, mais il y a quand même beaucoup de similitudes. Voilà. Et c'est un joueur qui, je trouve, montre des choses sur le ball handling en tant que porteur, enfin sur le ball handling, qui est pas si inintéressante que ça. Si les Knicks ne re-signent pas Mitch, est-ce que le remplacer par Coloco en début de second tour, c'est une bonne idée? Oui, ça peut être une très bonne idée. C'est un mec qui va pouvoir jouer avec peut-être plus de cerveau que Robinson, sur un, moins athlétique que Mitchell Robinson sur une verticalité. Euh, et en puissance aussi, mais qui a peut-être plus de plomb dans la tête. Donc voilà, par contre, pour moi, c'est un joueur qui aura pas un apport positif dès sa première année. Il faudra peut-être 2-3 ans avant d'avoir un coloco vraiment impactant défensivement. Hop là, donc là, vous voyez là au niveau, alors je vais la remettre depuis le début parce que je l'ai coupé, c'est une longue séquence. Ce que j'aime bien ici, c'est la couverture. Donc vous voyez, avec ses bras, on va indiquer euh, où on se place. Alors, on a le droit en NCA, hein, c'est plus light pour faire du 3 secondes défensive. Ici, on lit bien l'écran. Là, on va tout de suite faire la rotation défensive. Donc, on indique ici, on reste dans la contestation de la prise de position poste bas. Les bras dans le dos. Et là, tout de suite, réflexe, je viens anticiper le drive ligne de fond et je viens enfermer et encore une fois contester et bloquer main gauche le porteur de balle. Ici sur pick and roll, vous voyez que c'est un joueur qui est assez haut, encore une fois. Donc là, il se fait battre sur la prise latérale, mais on peut comprendre qu'en NBA, on l'utilise un peu plus bas que ça à terme pour vraiment le mettre dans une situation de confort. Là, il y a une bonne rotation d'Azuolas Tubelis et tout de suite, Christian Coloco, il va indiquer la rotation défensive et il va s'adapter. Donc là, on drop face à Caleb Houston parce qu'on sait que Sadia n'est pas une menace en haut. Et je vais contester l'attaque de Coloco. Et encore une fois, hop, je viens contester le drive ici. Je reprends et je reste vertical. Alors là, il aurait pu faire faute, mais on l'a vu en fin de séquence. Je remets vite fait juste la fin de séquence. Hop, alors voilà, on reste dans la verticalité pour pas faire faute et contester le tir près du cercle. C'est quelque chose qui fait très très bien. Il va pas trop se jeter en avant et il arrive à rester sur le terrain souvent et ne pas être faultable H24. Ici, on a une contestation depuis le posto passe à Rémi Raquez. Je reste droit, j'encaisse le contact sur un ailier et je vais bloquer. Ici, on est là. On vient un peu aider rapidement. Je me remets, je conteste, hop, je conteste le cut backdoor au cas où mon coéquipier se fait prendre ligne de fond.
et je vais revenir sur le pivot qui n'est pas une menace au tir, donc je reste assez bas. Là, je vais obliger une passe. Donc encore une fois, intelligence de jeu, il connaît bien son adversité, il s'adapte bien pendant le match sur des situations. Et ici, backshot, regardez, on backshot de loin, déjà, voilà, on empêche le rebond offensif. Et je vais sécuriser derrière la perte de balle. Donc voilà une séquence complète de Christian Coloco en intelligence, en longueur, en capacité athlétique et en rigueur. Voilà, c'est des choses qui le caractérisent bien. Ici, je suis encore dans la contestation poste bas, mes bras je reste droit. Et là, je vais encore une fois bloquer un tir sans faire faute, toujours en levant les bras tout droit. Là, depuis le poste haut, j'oriente. Donc bon, c'est celle qu'on a vue tout à l'heure, je crois. Ouais, et je reste vertical et je conteste ma gauche. Donc voilà, c'est la séquence qu'on a vue. Donc au global, un pivot intéressant. Défensivement, qui est lorsqu'il aura pris un peu plus de masse musculaire, notamment dans le bassin, pour tenir des contacts sur des ailiers, euh, pourra vraiment s'intégrer dans une équipe NBA. On va regarder son attaque maintenant sur deux phases différentes, le pick and roll et le poste bas. On va commencer par le pick and roll parce que je pense que c'est ce qu'on lui demandera uniquement en NBA. Je vois pas Coloco être utilisé en tant que joueur de poste bas, surtout s'il sort du banc. Hop là, et on va aller en vitesse réelle. Ok, bon ça commence par le dernier extrait, donc c'est pas grave, avec du tir mi-distance. Globalement, qu'est-ce qu'on peut dire sur Coloco sur pick and roll? C'est pas un énorme athlète. Alors vous allez voir qu'il y a quelques bodunks, des alley etc. Mais il n'a pas la tête au cercle, donc c'est pas un énorme athlète vertical. Euh, c'est un joueur qui pose, pour l'instant, il a la maladie américaine de poser des écrans hyper soft. Donc c'est des écrans qui vont pas créer de décalage. On est plus sur du slip roll, comme vous le voyez encore une fois ici, où je vais feinter la pose d'écran et je vais directement couper au panier pour me rendre disponible et finir. Euh, Plutôt que de vrais écrans qui empalent l'extérieur adverse pour créer un surnombre. Donc là-dessus, ça a travaillé. C'est un joueur qui montre qu'il est assez patient une fois qu'il réceptionne la balle. Vous allez avoir pas mal de séquences où je récupère le ballon, je feinte une montée pour faire sauter la défense et je vais finir dans une deuxième attention. Capable de rattraper des ballons un peu compliqués parce qu'il a un bel hang time et une belle longueur de bras, capable de finir près du panier, main gauche, main droite lorsque j'ai pas dunké, mais majoritairement, il a du dunk et c'est un mec qui a eu la chance de jouer avec beaucoup d'extérieurs de qualité. On pense à le vétéran Kerr Kriisa, qui est un bon porteur de balle, qui excellent tireur, donc les défenses sortaient fort sur lui et Coloco avait de l'espace. Pareil pour Mathurin, excellent tireur, donc les défenses sortent, il a de l'espace. Et Delen Terry, qui, s'il n'est pas un grand tireur, est un très bon passeur qui manipule bien le pick and roll et qui lui a mis des caviars. Donc beaucoup de pivots n'ont pas la chance de jouer avec des extérieurs de ce niveau-là. Et c'est à prendre en compte dans l'évaluation de Christian Coloco qui vraiment a un casting parfait pour pouvoir briller. Voilà. On va pouvoir du coup regarder ça un peu au ralenti. Donc, comme je vous dis, en NBA, il fera que ça. Pour être efficace, va falloir qu'il pose des meilleurs écrans que ça parce que le slip roll à outrance, ben, finalement les défenses elles vont s'adapter et lui il pourra plus vraiment marquer. Ça va aussi venir avec le fait de s'épaissir. Euh, les deux vont aller ensemble. Quand il va prendre un peu plus de masse, il va être un peu plus à l'aise sur du contact et du coup il va pouvoir s'améliorer. Comme je vous l'ai dit, c'est une maladie des pivots américains, donc lui il a un cursus aux États-Unis. Donc ça va avec, dans la formation, on leur apprend plus à poser des écrans et c'est quelque chose à développer. Et après, à terme, pourquoi pas un petit tir à mi-distance, on l'a vu, très peu de tirs pris sur ce secteur-là, avec peu d'efficacité, mais voilà, pour un peu varier les plaisirs, vu que c'est pas un athlète essayer d'avoir un petit mid-range pour rester efficace en attaque
sur des matchs un peu serrés. Voilà. Ok, alors on va venir sur le extrait par extrait et j'en profite pour vous poser une question. Bon alors, je me doute un peu de la réponse. Je sais que le micro est pas hyper quali, mais est-ce que pour vous, en termes de son, c'est vraiment difficile à écouter ou pas? Euh, voilà, je sais que mon micro, c'est un micro voilà qu'on avait avant et que ben, on génère pas de thunes chez Envergure, donc on n'a pas les moyens de s'équiper. Mais dites-moi si parce que moi, dans mon propre retour, enfin quand je m'entends vous parler, j'ai pas l'impression que ce soit si horrible que ça. Après, je sais que j'ai des tics de parole, et notamment de respiration et tout, ça peut faire un peu de bruit. C'est pas, alors ouais, j'ai pas la qualité radio, mais largement ok, ok, d'accord. Parce que voilà, j'ai vu quelques commentaires comme quoi les gens disaient bon, c'est dur à écouter sur plusieurs podcasts et tout ça. Alors je sais pas si c'était pas spécifiquement moi, mais j'essaie de vous rendre un truc un peu agréable. Et donc, euh, et donc voilà, on se remet en question. On se remet en question. Merci, merci les gars. Merci Boris et McCormick, c'est gentil de ta part pour la première fois que tu passes un message de réagir à ça. Donc bon bah, ça me rassure un petit peu. Et puis écoutez, j'espère que pouvoir vous proposer un truc un peu mieux l'année prochaine, si jamais on a les moyens de faire ça. Alors, sur l'extrait individuel. Donc vous allez voir sur Pick and Roll. Alors là, hop là. Donc là, on est voilà, pardon, on est sur du tir mi-distance. Donc vous voyez, la mécanique, elle est pas horrible, mais c'est juste pas peu travaillé pour le moment. Donc je vous en ai mis un histoire de dire, mais c'est quelque chose qui fait très très peu. Donc ici, prise de position, et j'ai un petit poster. Ce qui m'intéressait de vous montrer, c'était qu'on n'est pas tête au cercle. Vous voyez que malgré la longueur de bras, on est sur 2,26 m d'envergure, donc 7 pieds 4, ce qui est long. Le dunk qui passe ric-rac, quoi. C'est pas un athlète vertical plus plus plus. Ça qui m'intéressait. Ici. Hop, olé hoop, encore une fois, il se rend disponible. Ce qu'il fait très bien par contre, c'est de réussir avec son bras à se, à se dégager de son défenseur pour pouvoir dunker. Là encore une fois, quand je vous dis qu'il joue avec des bons passeurs matures, on lui lâche un petit caviar dans le dunking spot où sa longueur suffit. Maintenant sur du pick and roll, là voilà, tout de suite, hop, je reviens en arrière. Donc vous avez une situation de horns et on va avoir un écran, ce qui est un faux écran. Voilà, il y a une fin d'écran, slip horns, je roule tout de suite au cercle et ensuite je vais finir avec un dunk. Donc ça, il le fait bien. Mais l'écran, il ne touche personne. Hein, il frôle sans toucher. Là, c'est pareil. Slip roll immédiat, je passe dans le dos de la défense et je vais finir par-dessus. Et je vais pouvoir, par ma longueur et mon hang time, remettre un ballon qui n'était pas parfait. Ici sur l'écran, voilà, Tiger Campbell qui est un tout petit volume, on le touche à peine, hein, on le, quasiment pas de contact, la défense se trouve, je suis patient comme je vous le disais en deuxième attention et je vais terminer par-dessus. Mais c'est dommage que face à un mec qui fasse 1,75 m, on n'est pas capable de. Enfin, qu'il soit pas capable de l'écraser. Encore une fois, le slip roll, il ne touche personne sur l'action, hein. Vous voyez vraiment là l'écran ici. Je vous le remets. Alors ça lag un petit peu. Alors hop, l'écran ne touche personne, les appuis sont pas posés au niveau du sol, les coudes sont pas bien sortis. Je vais me faufiler dans la défense. Hunter Dickinson qui défend très très mal ce pick and roll. Et derrière, bah, j'ai un dunk tout cuit et Azuolas Tubelis qui fait le mouvement parfait que moi j'adore. Vraiment c'est l'écran qu'on va pas voir totalement mobile, loin du ballon, ce que fait très bien Steven Adams par exemple en NBA, où il va couper l'aide ici et ça célèbre derrière. Donc excellent mouvement de Tubelis pour conclure ça. Voilà, encore un écran. Cet écran là il se veut poser, hein, vous voyez, il va pas rouler au cercle directement, il veut marquer une pause d'écran, le coude effleure le défenseur direct, voilà, il fait oups, c'est toi le chat, et hop, je vais rouler au cercle, tu me rattraperas pas, maison magique, et je vais derrière finir en deuxième attention, et le petit dunk ici. Je prends vos remarques juste après. Donc encore une fois, slip roll,
et je vais terminer au niveau du panier sur le dunk. Ici, on est sur un démarquage loin du ballon et je vais finir avec la main gauche. Maintenant, je suis sur une situation de end-off, donc main à main, si je vais arrêter de me la péter. Encore une fois, l'écran qui ne touche personne, je roule au cercle et je me rends disponible. Vous voyez, il indique le holey hoop et je vais pouvoir terminer par-dessus face à Michigan. Ici, je vais aller couper dans l'axe panier-panier, donc il se rendre disponible. Encore une mauvaise défense de Stanford et je vais aller finir ça avec efficacité. Donc là, j'ai une prise de position poste bas. Ah voilà, ce qui m'intéresse, là, c'est le backs out au rebond offensif. Donc il va souvent bien sécuriser le rebond, c'est un bon rebondeur, pas parce qu'il saute très haut, mais parce qu'il se place et qu'il fait des écrans en retard. Chose qui se perd là encore une fois, rebond offensif sur Moussa Diabaté qui est un excellent rebondeur, écran retard. Et derrière, je vais pouvoir sanctionner et marquer avec efficacité. Voilà, donc au joueur pivot en attaque de pick and roll, capable de faire du rim run parce que belle mobilité, capable de finir fort au panier, mais manque de qualité athlétique pour l'instant. Pas de tir à mi-distance, une main gauche quand même, de la patience, mais un manque de puissance au contact, donc assez limité. On n'en fera pas un vrai pivot offensif, on n'en fera pas un mec qui fera du 15-15, mais qui sur une rotation NBA fera largement le travail, surtout si tu as un fort porteur de balle, et je vois dans les commentaires. Euh, Au Suns avec Booker, CP3, il fait une belle carrière de backup. Alors je pense que de toute façon tout le monde fait une belle carrière de backup quand à l'intérieur avec ces mecs-là, mais oui. Et il peut couvrir des failles défensives, donc en relais de DeAndre Ayton ou aux Celtics. Pourquoi pas, patch au premier tour, c'est pas grave. Tu peux l'avoir au second tour, je pense, aux Celtics, et il peut être vraiment pas mal. Je pense que dans toutes les équipes NBA, elle veut bien d'un Christian Coloco quand tu veux apporter un peu de défense sur du banc. Donc tu nous disais, oui, la connexion de Julien. Alors ouais, c'est vrai que Julien a une connexion compliquée. Lui, en plus, il est en Allemagne, donc il a l'écart. euh, il a l'écart de pays, donc à chaque fois, il a des galères au niveau de la connexion. Et on me disait quoi? Tubelis 15 ans en Europe. Bah alors tu sais quoi, moi Tubelis en fait j'y crois fort. En fait j'ai envie d'y croire, j'aime beaucoup ce joueur. Et moi je l'ai au premier tour par exemple, je l'ai en 29-30. Et je suis le seul à l'avoir au premier tour, et je pense même que je suis le seul à l'avoir dans mon top 60, parce que ça se trouve il va revenir l'année prochaine. Pendant que ma petite fait n'importe quoi, vous la voyez derrière, enfin ici, qui est en train de me casser. Coucou. Ah oui, t'as fini tes bêtises donc je t'ai dénoncé. Et Tubelis, ouais, moi j'aime beaucoup ce profil. Très bon dribbleur, très bon passeur, capable de finir des deux mains. La comparaison facile, c'est Domantas Sabonis parce que lituanien, mais il y a un peu de ça. Un peu de Julius Randle dans le profil aussi. Donc ouais, moi j'aime beaucoup Tubelis, et j'espère qu'il aura une chance en NBA. Enfin, on va aller sur le. Je trouve super fort Tubelis, mais en Europe ça peut être une méga star. Ouais, ouais, s'il va en Europe, ça marchera très bien. C'est clair qu'il a le profil. C'est clair qu'il a le profil. On va aller sur le reste de l'attaque de Coloco et on va voir que c'est un peu plus délicat, tout le jeu poste bas. Et on a mis aussi la passe. Alors je vais pas trop faire de ralenti là-dessus. On va remettre celui-là. Euh, Globalement, vous allez voir que c'est un joueur, alors voilà, qui a des bons réflexes de passe, comme on l'a vu. C'est un joueur qui a des bons réflexes tout court, qui a un bon instinct, qui a un bon sens du jeu collectif, qui sait sécuriser une prise de position. On l'a vu avec ses bras, vous le voyez encore ici. Voilà, qui sait se glisser dans le dos de la défense, qui est patient. Maintenant, la panoplie au niveau des fondamentaux des pieds, en utilisation du pied pivot, c'est très très faible. Il n'y a pas de beaucoup de fade away, il n'y a pas de finition bras roulés main gauche. C'est vraiment plus un joueur qui va pouvoir, sur un mismatch, demander le ballon et qui va pouvoir repousser un défenseur plus petit que lui
on va envoyer le ballon par-dessus, il va finir. Et ça en NBA ça peut être pas mal, notamment sur des défenses qui switch à outrance. Voilà, là il va pouvoir se rendre efficace là-dessus. Et moi j'aime toujours bien les pivots qui demandent le ballon lorsqu'ils voient qu'ils ont un match-up. Et là ici vous avez la passe poste haut. Donc voilà, un joueur intéressant au complet, qui s'il est limité offensivement fera toujours de bonnes choses pour son collectif. C'est tout ce que je voulais vous montrer, je vais pas m'attarder de 35 ans dessus. Euh, voilà, tout simplement pour compléter le profil et, euh, et vérifier le fait que le joueur soit un joueur assez complet et un joueur intéressant dans tous les secteurs. On va aller sur le deuxième mec, sauf si vous avez des questions sur Coloco. Moi je l'ai en 40. Je crois pas que ça peut être puisse être un meneur titulaire en NBA parce que pas assez bon athlétiquement euh, pour pouvoir dominer, je pense, face à des pivots titulaires et pas assez skillé offensivement. Voilà, je le trouve un peu trop juste euh, en tant qu'athlète et c'est ce qui fait que j'y crois pas en tant que pivot titulaire. Il n'y a pas assez de choses non plus dans le hand-off, dans le dribble, même la passe, c'est des flashs, enfin c'est des flashs, c'est fonctionnel, mais c'est pas au niveau du mec qu'on va voir un peu plus tard. Donc voilà. Il peut ressortir sur les shooters où c'est compliqué. Oui, il peut lorsqu'il a le ballon et que il est resserré en dessous, il arrive bien à kicker à l'extérieur. Il peut aussi défensivement sortir sur les tireurs pour le coup défensivement et orienter après. Voilà, il peut sortir tout court. Voilà. Est-ce que tu penses qu'il puisse mettre de la masse? Alors ce soir je réponds beaucoup, je ne sais pas. Je suis pas expert dans les morphotypes. Je pense que oui dans une certaine mesure, notamment dans le bas du corps et au niveau du gainage. Mais je pense pas qu'on puisse rajouter énormément d'épaules. Maintenant, il fait déjà 106 kilos, donc c'est pas non plus une brindille. Je pense que c'est juste tonifié et musclé vraiment plus qu'en faire un profil à 120 kilos. Peut-être qu'on peut le monter. Ce serait pas mal qu'il monte à 115, 116 kilos et qu'il mange des répétitions où les gars lui rentrent dans le bide à répétition et qu'il reste droit quoi. Vraiment le ce que vous allez faire dans du taekwondo où tu te mets debout et tout le club de taekwondo va te foutre des kicks dans le bide. Bon bah lui c'est ce qu'il lui faut. Je vois bien le développement d'un petit mid-distance aussi, pourquoi pas? Pourquoi pas? Et ce serait intéressant pour lui. La mécanique elle est pas dégueulasse, le tir au lancer franc rentre plutôt bien, donc il y a moyen d'avoir un mi-distance effectivement à terme, ce qui le rendrait plus intéressant encore. On va aller sur notre deuxième joueur, alors c'est un joueur plus kiff, plus dans la magie, c'est Trevion Williams, le pivot remplaçant cette année de Purdue, même si il a un temps de jeu euh, équivalent à celui de Zach Edey, le pivot canadien énorme qui fait 2m26, 2m23 pardon. Mais lui sort du banc, Trevion Williams, il est plus expérimenté aussi, c'est un senior. Ça fait 4 ans qu'il joue pour Purdue et il a été titulaire l'an dernier en tant que junior et cette année du coup on a décidé de le faire jouer remplaçant derrière Zakidi. Ouais, il joue 20 minutes par match, il est à 12 points, il est à 7,5 rebonds donc c'est un rebondeur prolifique et surtout il a 3,1 passes. Alors effectivement 2 turnovers par match mais 3,1 passes et vous allez voir que c'est des très belles passes et il fait un style et par contre il ne bloque pas, donc c'est un pivot qui n'est pas dans la rim protection, qui a joué avec l'équipe américaine jeune lorsqu'il était je crois en U19 il y a 2-3 ans, 46e du Big Board, donc on va aller voir ça. Pour le coup c'est un athlète assez fini, 2m06, donc il est assez petit pour un pivot, 122 kilos par contre, donc un joueur voilà comme je vous le dis qui a un corps terminé et qui devrait normalement se présenter à la draft à la fin de cette année. Donc on a dit 46, pas un énorme écart avec Coloco. Où est-ce qu'il est placé chez tout le monde? Donc
Chez Alexandre, il est 39. Chez moi, il est 41. Vous avez vu que je les ai collés, je les ai juste posés aussi dans mon big board, Coloco et Trevion Williams. Il doit du coup être un peu plus bas chez les autres. Ouais, il est 48 chez Alan. Et est-ce qu'il a été placé ouais, 60e chez Ben et 56e chez Manu. On te met sur le liste pour t'habituer quand tu auras 500 pélos sur les lives. Je suis pas obligé de répondre à tous les coms, juste les plus pertinents, les plus intéressants sur les sujets. Alors j'avoue, moi j'aime beaucoup répondre à tout le monde. C'est pour ça que j'aime beaucoup le live, donc je fais pas mal de parenthèses. Et si un jour on est 500, bah écoute, ce sera exceptionnel. Et à ce moment-là, peut-être que je répondrai pas à tout le monde, mais vous serez toujours dans mon cœur, puisque vous serez là depuis le début. Je suis un sentimental, je suis un mec fidèle, moi, vous savez. Donc je ne vous oublierai jamais. Trevion Williams, du coup, pourquoi est-ce que il est plus bas en général? Tout simplement parce que le profil ne fonctionne pas en NBA. C'est un pivot offensif de petite taille qui est destiné à être remplaçant. Et en NBA, il n'y a pas de pivot offensif. euh, Bah oui, Némé, t'es d'accord avec moi. Il n'y a pas de pivot offensif backup, sauf, en tout cas pas de pivot offensif backup efficace pour l'équipe, dans une équipe qui gagne, à part un. Si vous l'avez, vous me dites dans le chat. Mais sinon, toutes les équipes, même celles qui jouent avec le poste bas, sont fondées avec un pivot dominant offensif en titulaire et un pivot défensif en remplaçant. Voilà, il n'y a pas de, il y a pas de pivot, il n'y a pas d'équipe avec un stopper défensif et derrière un pivot offensif. En backup, ça n'existe quasiment pas, à part un gars. Et du coup, bah, quand tu prends ce constat pur et dur, euh, tu, tu as des gros doutes sur la capacité la capacité de Trevion Williams à réussir en NBA. Si sur les 10 dernières années il n'y en a pas, bah tu te dis que oui, pour lui ça marchera pas non plus. Donc comment dire, on est en train de, on kiffe le joueur, on aime beaucoup les skills qu'il a, la magie qu'il apporte, mais honnêtement parlant, ce sera très difficile, je pense, pour qu'il puisse s'imposer en NBA, qu'il puisse avoir un ou plusieurs contrats, et je pense lui, va finir en Europe pour le coup, euh, où ce sera plus adapté pour lui et il nous régalera là-bas. Whiteside, alors Whiteside pour moi est pas de base un pivot offensif. Moi je parle vraiment d'un pivot qui rentre sur le terrain pour mettre des points. Whiteside au début c'est un pivot défensif, alors un mauvais défenseur certes, mais un pivot défensif comme Andre Drummond qui est un pivot défensif de base, un mauvais mais un défensif. Tu vois, un exemple serait plus Greg Monroe par exemple. Mais Greg Monroe aujourd'hui en NBA il joue pas. Victor. Alors Victor Wembanyama, moi non, je te parle vraiment d'un pivot remplaçant NBA qui met des points. Pour moi, j'en ai qu'un seul. Alors je compte pas Enes Kanter parce qu'Enes Kanter bah, joue plus. Et Enes Kanter, quand il rentre sur le terrain, il est pas bon pour l'équipe. Il est négatif et l'équipe elle perd tout le temps. Et c'est dans des équipes qui sont du coup plus compétitives. En offensif, il y a Naz Reid, mais encore une fois, l'équipe elle joue mieux sans lui. Donc voilà, Alperen Sengun, ça marche, mais à Sengun, l'équipe elle perd. Donc moi, je te parle vraiment d'équipes qui gagnent avec un pivot offensif. Il y en a des équipes qui ont un pivot offensif en backup, mais c'est des équipes qui perdent. Euh, Detroit avec Marvin Bagley, Sengun avec les Rockets. Qui est-ce qu'on a d'autre encore en pivot offensif comme ça? Kanter, Juan Gomez avec les Pelicans, même s'ils viennent de me botter le cul hier, donc j'ai juste à fermer ma bouche. Mais sinon, globalement, il y en a très peu. Pour moi, le seul que j'ai en tête, et je vous le donne, parce qu'on va pas non plus faire 10 ans de quiz pour rien, c'est Bobby Portis chez les Bucks. Bobby Portis qui sort du banc normalement derrière Brook Lopez et qui est pas un rim protecteur hein, qui rentre pour mettre des points, pour écarter le jeu, pour jouer du poste bas. Et en fait, souvent, c'est même Giannis Antetokounmpo qui se charge de défendre le meilleur intérieur adverse. Voilà. Harrell, un peu Harrell, oui, bah excuse-moi, oui, effectivement, il y en a deux. Montrez Harrell, lorsqu'il était dans une équipe qui gagnait, là, avec les Hornets, ça se passe pas bien pour les Hornets en ce moment, mais Montrez Harrell a montré qu'il pouvait le faire, donc oui, effectivement, on peut dire qu'il y en a deux.
Euh, My bad. J'avais pas pensé à mon 13 quand je me suis fait la remarque ce matin dans ma voiture pour préparer un peu le live puisque j'ai 2 heures de conduite. Donc quand on voit les stats, on voit que c'est un joueur qui euh, met des points avec efficacité, qui fait tomber assez de lancers francs, qui est un bon rebondeur. Ouais, je triche un faux pivot, il stretch 5 à cause de Yanis. Oui, oui, voilà. Et après, quand il était à Chicago, il était pivot remplaçant et il jouait poste 5. Et lorsqu'il était à Washington, non, pardon, à New York, il jouait pivot remplaçant poste 5. Donc là, c'est jusqu'à Milwaukee, il joue avec Yanis qui peut défendre tout le monde. Mais, euh, mais dans toute sa carrière, Bobby Portis a toujours joué plus ou moins pivot, à part sa première année à Chicago où il était parfois mis poste 4, mais très très vite, il est venu sur un poste 5. Assez naturellement, et à Arkansas, il jouait pivot aussi. Donc, pour aller dans les stats un peu plus avancées, si je regarde notre ami Trevion Williams, vous allez voir que c'est le deuxième volume de tir de l'équipe, même s'il sort du banc. Alors, quasiment égalité avec Zakidi. On vous dit qu'ils ont un temps de jeu, ils font moitié-moitié, bah ça se voit là. Majoritairement, ces tirs, ils vont être pris à mi-distance, avec du poste bas assez éloigné du cercle et du tir à mi-distance où il est efficace à 47%, ce qui est moyen sans être élite. Et quasi systématiquement, il va se créer son propre tir. C'est un joueur qui aime beaucoup prendre le ballon en main et se créer son attaque. 35%, donc un tir qui va être pris près du cercle où il est très efficace, 70%. Et là, on est encore une fois avec un joueur que vous voyez qui va beaucoup se créer son tir, donc sur du poste bas encore une fois. Vraiment un vrai pivot avec des vrais fondamentaux en bas et un peu de pick and roll où il va finir donc à 45%, où il va juste à finir en dunk. Et enfin, il prend du 3 points dans, comment on va dire, dans très très peu de situations. Donc le pourcentage ici, il est vraiment anecdotique. Et il en prend un par match quand la défense elle reste très très basse. Et voilà. Euh, Par contre, on voit que c'est un joueur qui dans le tir a des difficultés. Pour ça que je vous dis que les 47% ici, enfin les 60% de tir c'est du poste bas un peu éloigné avec du fadeaway, des hooks, etc. Puisque du tir, c'est vraiment pas un joueur qui en réussit sur son tir extérieur. Et du coup, c'est un peu pénalisant, sachant qu'il va pas mal de fois au cercle. Vous voyez que globalement, à chaque fois qu'il va au cercle, il trouve un lancer franc. Voilà. On va aller sur la vidéo. On peut regarder vite fait. Toc 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 ici. Trevion Williams. Alors, hop, Trevion Williams de Purdue. Donc on voit la répartition, donc vous voyez 102 tirs pris sous le panier, 156 in the pen, donc il s'écarte pas mal du panier, pas mal aussi sur la baseline, mais majoritairement dans cette zone-là, beaucoup de fadeaway et de hook, où il est beaucoup plus efficace que la moyenne NBA, enfin la moyenne NCAA, pardon, et très peu de vraies mi-distance catch and shoot, hein. C'est plus du poste bas élargi et sous le panier 71%, ce qui est mieux que la moyenne sans être élite. Voilà, c'est un bon finisseur, mais c'est plus un joueur poste bas. On va aller sur la vidéo pour confirmer ça. Et on va pas commencer avec son scoring. Si on en parle de Trevion Williams, c'est pas parce il met des hooks et il met des bras roulés, c'est parce que c'est un passeur incroyable qui nous fait kiffer. Et c'est juste du pur bonheur à voir et vous allez voir pendant les clips, je vous en ai mis 7 ou 8, mais vous avez 3 passes par match, que c'est des passes no look, c'est des passes dos au panier pour un cut, c'est des renversements, drive and kick, c'est voilà, c'est de la magie. Et là, c'est plus une compile de kiff. Regardez-moi la première, elle est exceptionnelle à une main en kick en corner. Et c'est juste trop kiffant à voir jouer. Donc, il est parfois surclassé dans les mocks juste parce qu'il est magique comme joueur et qu'il y a toujours quelque chose qui serait quand il a le ballon en main. Et, euh, et voilà. Alors, il y a 2,2 pertes de balles parce qu'il tente des trucs très difficiles aussi. Et que il en perd des ballons, c'est pas que des passes réussites, mais
regardez Trevian Williams, c'est juste tout le temps trop bien. Donc là, je vous laisse kiffer, je me tais un petit peu et je laisse les clips tourner et apprécier la magie. Voilà, c'était ma minute de silence en hommage au pass de Trevian Williams. Donc j'espère que vous êtes aussi sensible que moi à ce genre de choses. C'est un mec vraiment qui peut créer depuis soit le dos au cercle, soit depuis le poste haut, capable de passer à une main, manipulation visuelle, donc un skills derrière où il peut vraiment feinter les défenses sur un renversement. S'il y a des mecs qui cut avec autour, et ben ils seront forcément servis. Donc juste du pur bonheur. Voilà, avec Treven Williams, faut vraiment tout le temps bouger et vous aurez des bons ballons. Donc ça, tu le mets dans n'importe quelle attaque, tu fluidifies toute ton offense, quoi. Donc vraiment du régal et il y a très peu de mecs qui passent aussi bien que lui, que j'ai pu voir passer aussi bien que lui sur le poste intérieur. Il y a un autre Williams cette année, Jalen Williams d'Arkansas, justement qui passe très bien aussi. Euh, donc les deux Williams sont des très gros passeurs. Vous avez Tubelis, excusez-moi hein, le petit bâillement. Vous avez Tubelis qui est aussi un bon passeur mais moins folklorique. Et puis, euh, et puis après le Chet Holmgren cette année qui est un bon passeur aussi mais aussi moins fantasy. Mais voilà, si vous aimez la passe fantaisiste, c'est Trevion Williams qu'il vous faut. Rien que ce skills, ça le rend de undrafted à, pour moi, drafté au second tour sans problème. Maintenant, il y a le problème d'adaptation et, comme je vous disais, de rôle en NBA. Et ça malheureusement, c'est un problème assez insoluble. Donc, il faudrait vraiment que ce soit un joueur ultra efficace euh, ou bien qu'il attaque, qu'il joue aux Nuggets et qu'en relais de Nikola Jokic pour pouvoir avoir un système de jeu un peu équivalent, on l'intègre et pour que ça se passe bien. Mais c'est assez rare que ça arrive. Souvent, comme je vous dis, les staff NBA aiment bien associer un pivot offensivement dominant avec un pivot défensif. On va aller maintenant sur le jeu poste bas et encore une fois, c'est du régal dans les fondamentaux. Hop là, alors attendez, mon truc il lag ici, on revient en arrière. Donc c'est un joueur, qu'est-ce qu'il faut regarder? Capable de finir des deux mains, qui a des... Regardez ses pieds, regardez ses fans de départ, comment il peut partir euh, en spin des deux mains, capable de manipuler aussi la défense avec des lay-ups en utilisant la planche pour protéger son ballon. Il va être très bon pour, après réception, enfoncer, mettre un coup d'épaule, un coup de contact pour faire reculer le défenseur, ce que vous avez ici. Et, euh, et voilà, un joueur dominant en bas, avec très bons fondamentaux. Et du coup, encore une fois, anachronique. Là, encore une fois, ce spin move létal qui maîtrise très bien des deux côtés. Salut Naël, j'espère que tu vas bien. Bienvenue à toi. Et sur cette deuxième partie de live, on parle de Trevion Williams. On a fait Christian Coloco. Et tu pourras voir le replay. Donc encore, voilà, ici encore une fois, on prend poste bas et regardez-moi ces fondamentaux, c'est exceptionnel, c'est juste du kiff. Donc là depuis le poste haut, navigation, hop, la patience et le petit fadeaway. Ici encore une fois, il a fait la totale à Christian Bishop. Vraiment, vraiment un pur régal à regarder ce mec. Totalement anachronique de la NBA actuelle pour un pivot remplaçant, mais tellement intéressant. Je vous propose on le regarde au ralenti. Alors, par contre, je vais être honnête, j'ai mis les extraits de réussite. Il y a beaucoup de tirs en difficulté, enfin, qui sont ratés, notamment lorsqu'il est défendu par des pivots très grands. Et lui, il fait que 2,06 m, donc ça va arriver en NBA si jamais il peut accéder à ce niveau-là.
Euh, il va tomber sur des défenseurs bien plus grands que lui et il peut être dans des séries où il va être court sur 5-6 tirs d'affilée, sur des hooks trop compliqués. Donc c'est un bon passeur, c'est un bon mec poste bas, mais quand il a décidé de marquer poste bas, des fois il y a des mauvais choix qui sont pris et il est un peu court. Donc ne pensez pas que je vous ai mis le nouveau Hakim Olajuwon, c'est quand même perfectible. Voilà, 75% de réussite près du panier, mais face à des profils physiques NBA très grands, ça peut être un peu plus difficile. Alors, premier clip que je vous ai mis, c'est pas du poste bas, c'est un départ main gauche, donc capable de driver main gauche et de trouver la faute. Donc ça, quand il va être défendu par des mecs plus petits ou plus lents que lui, il peut les prendre depuis le périmètre. Ici, c'est pareil, spin move, alors on va se le refaire encore même en plus ralenti que ça. Donc je suis main gauche, alors ça, passe dos au cercle et là j'enroule et j'utilise le panier pour protéger mon ballon de la protection de cercle ici et finir avec efficacité. Donc un joueur qui a de la versatilité au niveau des lay-ups. Là, ici, je récupère le ballon et je vais finir avec du toucher main droite. Ce que je veux vous montrer, c'est que c'est pas un athlète exceptionnel. Il est petit et il est lourd, 126 kg, donc il monte pas très très haut. Et donc on va pas avoir énormément de gros dunks sauvages et de holley-oop avec Trevion Williams. Et ça en NBA, ça peut être un peu plus problématique aussi. Hop, ici, je récupère le ballon sur pick and roll et sur un contact, je vais pouvoir être patient et finir près du panier. Donc ça très bien aussi. Il maîtrise son corps, il domine à 126 kg pour mettre de l'intensité. Là sur un peu de back, donc il va être agressif au rebond offensif. On voit que c'est un excellent rebondeur offensif. 7 rebonds par match en 20 minutes. Donc excellent, excellent rebondeur qui se place très bien. Là le spin move. Et encore une fois, je vais protéger mon ballon de la rim protection adverse. Donc situation poste bas avec un écran de Jaden Ivey. J'aime beaucoup que Jaden Ivey pose des écrans. Il y a une aide qui vient, donc tout de suite j'enroule main gauche et je passe ligne de fond. Et là je protège mon ballon de la protection de cercle ici et j'utilise la planche pour finir. Alors je fais une pause commentaire. Au Celt, dans le jeu qui se met en place à ce temps aussi, effectivement dans un jeu collectif, bien l'échec des bonnes passes avec une paire avec Grant Williams, ça peut être très sympa. Trop de responsabilité peut-être. Non, je trouve pas. Enfin, en fait, il joue avec Zakidi, donc les deux se partagent le rôle et globalement l'équipe elle est. Il y a beaucoup de mouvements loin du ballon et en fait, enfin quand les extérieurs dominent, on donne beaucoup à Ivy. Quand les intérieurs dominent, on donne beaucoup à Trevion Williams. Donc je pense pas qu'il a un problème de responsabilité. Maintenant, c'est sûr que en NBA, s'il y va et qu'il peut jouer, bon, déjà ce serait con de ne pas le faire jouer poste bas vu que c'est sa grande force et que c'est pas un excellent joueur de pick and roll. Mais s'il joue, effectivement, il sera toujours entouré de meilleurs joueurs que lui. Donc là, on est patient poste bas et j'utilise mon gros beau potin et mon corps supérieur pour pouvoir finir près du cercle avec efficacité. Donc là, je prends position, je me remets face au panier, dos au cercle, encore une fois le spin move, je passe main gauche, je vois que l'aide elle arrive, donc je me remets dos au panier, et là je vais venir t'enrouler ça de toute beauté. Hop, le petit, alors je voulais casser, pardon, le petit Dream Shake d'Hakim, regardez-moi ça. Hop, hop, et je viens déposer ça. Ça c'est, si vous aimez Hakim Olajuwon, voilà, petit hommage ici. Bah oui mon soleil, bah oui on parle d'Hakim Olajuwon. Donc là, face au panier, le dribble est intéressant. Et encore une fois, mes fondamentaux, mon pied pivot, le fadeaway. Le pauvre Christian Bishop qui s'est fait défoncer encore à la fin de deux corps. Et le bras roulé.
Pareil ici, pas grand chose à dire de plus. Vous l'avez compris, des excellents fondamentaux de pied, un joueur poste bas. Là on est euh, sur Dylan Dissou et c'est pareil, il l'a enroulé, il lui a fait tomber 4 fautes dessus en 5 minutes. Il en était fou Bishop. Ouais ouais Bishop, bah, tous les pivots de Texas. Alors il leur manquait Trey Mitchell qui était blessé je crois. Et ça leur a vraiment coûté le match. Parce que Trey Mitchell est un pivot bien plus dense et aurait pu peut-être contester un peu plus Trevion Williams. Mais là il leur a juste fait la misère quoi. Il a été exceptionnel. Donc voilà, quand je vous disais qu'il y a un peu de déchets aussi, bon bah voilà, on peut tout mettre. En termes de bras roulés, parfois sur des bras roulés, sur des hooks un peu longs, il peut être un peu court. Donc face à des pivots qui restent bien droits, il peut être un peu plus en galère. Voilà. Aux échecs, le fou se dit Bishop, pardon, j'avais pas le jeu de mots, bien vu. Il est beau, il est beau. Tu vois, t'en as rendu ouf mes petits derrière qui sont en train de tout défoncer. Elle est belle. Et le dernier point qu'on va aborder, c'est un point qui fâche un peu plus parce que je vous dis pivot offensif et je vous montre la passe et de l'attaque. Alors peut-être qu'il pourrait être correct en défense, mais non, malheureusement c'est un, pour moi, très mauvais défenseur en NBA. On va regarder ça. Pour quelle raison? Il est petit. Euh, il y a un manque de rapidité latérale quand même. Sur la contestation des changements de direction, c'est pas un bon protecteur de cercle. Il est manque de verticalité et il se fait rentrer dedans. Alors même s'il est massif, il se fait rentrer dedans par des ailiers, par des arrières et il se fait enfoncer. Et donc ça en NBA ça va être compliqué. Et donc là vous voyez aussi qu'il y a des mauvais choix défensifs. Par exemple sur la dernière séquence qu'on vient de voir, où là il feinte une aide et finalement il se retire. Donc assez faible. Et là, vous le voyez se faire totalement défoncer par Marcus Carr qui lui est rentré dedans. Et voilà, il va plus souvent, pendant que il se casse tout derrière moi, il va plus souvent tenter l'interception. Donc il intercepte un ballon par match, hein. Il va plus souvent tenter l'interception, essayer de faire tomber le ballon, plutôt que vraiment contester le tir. Et il en est négatif pour la défense. Et je pense qu'en NBA, il va se faire cibler à chaque fois qu'il sera sur le terrain, sur pick and roll. Euh, Voilà, ce qui fait très bien par contre, et je vous ai pas mis de séquence là, c'est sécuriser le rebond, on l'a dit, c'est quand c'est un mec qui malgré sa taille est souvent très bien placé et fait des écrans retard, donc ça il le fait bien, et là vous voyez, interception, on vient mettre de la pression sur le porteur de balle, on vient tenter des interceptions balle en main, donc ça il le fait bien, mais dès qu'il y a un pick and roll et qu'il est obligé de tenir un extérieur adverse ou un pivot, il est souvent mal placé. Alors celui-là, je vous le remets parce qu'il est, c'est le matador. C'est la technique qui feinte la défense, hein. C'est un concept. Donc ici, je viens en aide dans l'axe. Il y a un drive. Bon, donc le défenseur du porteur de balle se dit ok, mon pivot là. Et il se dit ah non, là il va faire la passe pour Bishop ici. Hautement improbable. Il se retire. Hop là. Vous pouvez passer monsieur en boîte de nuit. Il est accompagné de la meuf la plus jolie de la soirée et c'est les up. Donc voilà, des choix parfois un peu incompréhensibles. Un peu incompréhensibles, pardon. Là, et parfois aussi, il saute dans les feintes. Donc là, vous le voyez, déjà il se fait enfoncer. Il saute dans la feinte de Bishop qui peut terminer tout seul au panier. Et là, c'est le moment où Marcus Carr va lui dire Get out of the way. Voilà, il lui rentre dedans. Il finit popotin par terre et Marcus Smart termine avec la faute. Donc, on l'a vu, profil offensif, excellent passeur, vendeur de rêve, joueur de poste bas, mais athlète limité, massif mais pas extrêmement puissant sa gestion du contact en défense, pas très vertical, pas une mobilité de ouf, pas de bons instincts défensifs, donc
un boulet sur ce secteur-là. Et dans ce cas-là, ça devient vraiment compliqué pour exister. Donc, si une équipe de draft, elle doit avoir une vision, soit en se disant j'ai besoin d'apporter un peu de folie, un peu de peps, pardon, excusez-moi, en sortie de banc, ou bien t'es une équipe qui a déjà un jeu avec un pivot assez passeur, comme les Nuggets, comme les Pacers maintenant qui sont Sabonis, comme les Celtics avec effectivement Robert Williams. Et il y a des démarquages loin du ballon, et dans ce cas-là, Treven Williams peut être un très bon fit. Voilà pour le live de ce soir et pour les joueurs que je vous proposais. J'espère en tout cas que le live vous a plu. On a fait deux joueurs de second tour, voire undrafted, deux pivots. Euh, il donne l'impression de ne pas aimer défendre. Oui, voilà, il est pas hyper investi là-dedans. En plus, comment dire, comme il est assez naïf sur les feintes, il se fait souvent prendre dans des fautes. Donc c'est pas, voilà, c'est vraiment pas un gros profil défensif quoi. Euh, Ça peut rappeler un peu Enes Kanter, mais Enes Kanter il a au moins l'avantage, si je puis dire, de faire 2 m 10 quoi. Un petit quiz pour finir, on peut faire un petit quiz pour finir, on peut. C'était super comme d'hab, merci beaucoup, c'est très gentil de ta part, c'est très gentil. J'espère que j'ai réussi à vous partager ma passion des pivots. Et effectivement, c'est pas des joueurs, c'est pas les gros noms de la draft, mais c'est des gars qui peuvent faire une carrière et c'est des petites pépites qu'on vous présente aussi. L'objectif étant que de vous avoir fait les 60 mecs draftés avant la draft quoi. Donc voilà, ça passe aussi par des petits pivots comme ça. Je me suis dit aujourd'hui, on va sur de l'underdogs, on va sur un peu de l'underground et on fait ça. J'ai un Sporcle par Tourlon qui a l'air cool, je te l'envoie, bah vas-y, envoie-moi ça, on va finir par ça et puis après j'irai dodo parce que ça fait 17 heures que je suis levé et j'ai fait un sommeil coupé en deux avec une petite insomnie donc je suis au bout. Petit quiz et après dodo. Envoie-moi ça via Twitter sur mon compte. Alors attends, là je suis sur le compte d'envergure donc je passe sur le mien et, et je me prends ça et je vais le mettre dans le chat. Hop là. Pendant que je vois que Zemmour Colline du crack est en tendance sur Twitter, donc faut que je regarde ça et je vais regarder est-ce qu'on a des actus de Demar DeRozan ou pas, est-ce que je vais chialer ou non en direct. Qu'est-ce que ça dit Demar DeRozan? Ok, je viens de recevoir ton message. Est-ce qu'on a des news de l'ami Demar? Bah oui, bébé soleil, j'aimerais savoir. I want to know. Non, bon. Alors, ah non, je viens de recevoir ton message, pardon. J'avais eu un message juste avant d'une fille russe qui m'invitait dans un groupe. Donc évidemment, je ne vais pas cliquer là-dessus. Toc toc toc, c'est dans le thème du soir. Les pivots draftés premier choix. Ok. Alors, je vais être à chier sa mère sur les années plus anciennes, mais on va essayer d'être honorable. On va essayer d'être honorable et on va traumatiser tous les fans de Portland un petit coup. Et, et voilà. Bah, merci beaucoup du coup pour le chat. Voilà, tu vois, 1949. C'est assez drôle quand même de voir qu'il n'y en a eu que 27 entre guillemets, que 27 dans un sport qui a été dominé majoritairement par les grands et on voit encore beaucoup de grands être draftés très très haut, alors pas forcément premier mais
dans le top 3, sachant que dans les années 80, fin 90, enfin, années 2000, on draftait des pivots parce qu'il y avait un mec qui s'appelait Shaquille O'Neal et qu'on voulait trouver l'arme anti-Shaq, comme on a essayé de trouver avant l'arme anti-Hakim Olajuwon, etc. Donc les pivots qui ont dominé notre sport, c'est assez étonnant d'en voir que 27. J'aurais pensé, tu vois, qu'il y en aurait bien eu une quarantaine. Euh, alors, on a un petit peu de délai. Je vous laisse prendre le lien dans le chat. Remercier du coup Chostigal pour ce quiz là. Et puis on va lancer juste après. Ah bah alors attendez, par contre effectivement je me disais que je voyais pas le retour, mais parce que je suis un gros con, j'ai pas mis la bonne scène. Donc si jamais le lien s'affiche pas dans le chat ou que vous voulez le taper directement sur votre écran parce que vous êtes en audio, c'est sporcle.com et vous cherchez NBA One Overall Pick Center avec mon accent exceptionnel, pas du tout, et vous nous trouvez ça. Bon bah, on se dit, on fait un petit décompte: 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, et let's go. Alors en 2018, bon ça j'ai, 2015 j'ai aussi, 2007, ah, comme quoi il n'y a pas eu de pivot choisi au premier tour entre 2007 et 2015. Ouais, on a vraiment une révolution dans le sport à ce moment-là. Euh, Non, alors à chaque fois, vous savez qu'à chaque fois, je confonds Lamar Random et le mec que je cherche parce que je suis un gros débile. Voilà ici, 2005, les Milwaukee Bucks. Oui, j'ai très bien sa tête. Je vais mettre un peu de temps à le retrouver. C'est le pivot des Warriors. 2002, les Houston Rockets. Ok, 2001 ici, c'est le copain de Michael. On va déjà faire lui. Ah mais non. Euh, alors attendez. Ok. Quoi mais ici. Ah putain, je vais couper le son pour faire propre. Bah vas-y. De toute façon, à 3 minutes 40, faut que je fasse plus vite. Merde, j'ai pas fait gaffe. Hop là. Sacramento Kings. Euh, non, Sacramento Kings. Non, bon, c'est pas grave. Les Spurs. euh, hop, 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 ici. Les Cavs en 86, aucune idée. Les Knicks, hop. Les Rockets un an avant. En l'écrivant correctement, c'est mieux. En 83, les Rockets. Si c'est pas Moses. Non, 80, les Warriors, j'en sais rien, 77. Ok. Alors, d'accord. Lou. Les Pistons en 70. J'en sais rien du tout. Oh, je suis dramatique. Ici, oui, ça c'est notre ami. Ok. Oh, j'ai pas retrouvé le nom du pivot champion avec les, euh, les Warriors, le barbu. J'ai pas Julia en tête depuis tout à l'heure et c'est pas du tout ça. Comment il s'appelle? Putain, Hugues, t'es nul. T'es nul. Alors ensuite, le pivot des Celtics, c'est pas Bill Russell? Ah ouais. Waouh, bah mauvais le mec, hein. Mauvais. Hop, non. Les Chicago Packers en 61, j'en ai aucune idée. En
86, les Cavs. Qui est drafté par les Cavs en 86 en 1? Aucune idée non plus. Les Kings en 89. Je suis sûr que je vais le regretter. En 98, les Clippers. Je crois que c'était Elton Brand. Non, c'est 99. En plus, c'est les Bulls. 98, les Clippers. 83, les Rockets. Oh là là, je suis pas bon. Je suis pas bon. Je pense que ça va s'arrêter là pour moi et je vais essayer de retrouver notre pivot des Warriors. Allez. Non, ok. Comment tu t'appelles déjà? Tant pis. Tant pis, tant pis, tant pis. Bah ouais, bébé nuage, papa il est pas bon. Papa il est pas bon. Papa il a oublié le nom des pivots, du pivot. Voilà, Andrew Bogut, envie de crever. Ah oui, Candyman. Candyman qui est drafté par les Clippers. Bien joué 19. Bien joué 20. Ah ouais. Ah non, j'ai oublié des mecs évidents, hein. Moi je vous dis, l'histoire de la NBA c'est pas mon truc. Brad Doherty par les Cavs, ok, effectivement. Olo Candy je l'avais pas. Andrew Bogut, envie de crever. J'arrive pas à réussir à me rappeler son nom. Ralph Sampson, évidemment, les tours jumelles, j'avais Moses Malone en tête, donc ça servait à rien. Carroll, je connais pas. Ken Benson, je connais pas. Larue Martin, c'est Jean-Luc, je connais pas. Bob Lanier, là-dessus j'abuse. Elvin Hayes, effectivement, Elvin Hayes, mais pour moi Elvin Hayes, pour moi comment dire. En fait, j'avais Winston Seld en tête pour Elvin Hayes, donc je trouvais pas. Kwame Brown, bah tu vois, Kwame Brown et Greg Oden, j'ai envie de les appeler la Marodome. Je sais pas pourquoi. Donc voilà. Donc Walt Bellamy, effectivement. On l'appelle Maupassant. Effectivement. Voilà. Bon, bah, dramatique. On le laissera dans le replay. On le laissera dans le replay. Et c'est pour ça, messieurs, dames, que moi je m'occupe de la NBA actuelle. Moi j'ai commencé la NBA vers, bah là, globalement 2006-2007. C'est ça pour moi. Et, et après, ouais, Wilt Pan, ça c'est la faux. Ça je savais qu'il avait pas été pris en un Wilt. Mais par contre, j'aurais pensé que Bill Russell avait été pris, hein, tu vois. Comment dire? Ouais, donc je me suis intéressé à l'histoire NBA, j'ai lu plein de trucs et tout, mais les blazes de pas mal de mecs, je les oublie. Et alors, franchement, l'antiquité de la NBA, je suis nul à yesh. Mais il faudra qu'on fasse un truc un jour, genre les All-Stars des années 2000 et tout. Ça, ça, je peux un peu plus y arriver, je pense. Mais dans les années 80-90, compliqué. Voilà, voilà. Ah bah regardez, March Madness Nickname, c'est quoi ça? On va pas se le faire, mais c'est quoi March Madness Nicknames 2022? Ça m'intrigue. On se le garde de côté pour la prochaine fois si jamais. Les mascottes. Alors attends, c'est le nom des mascottes ou c'est le nom des équipes? Ah, c'est le nom des équipes de la March Madness. Trop bien. Trop trop bien. Bah celui-là on se le garde pour la prochaine fois. Hop. Bah tiens, Shosti, si tu peux me le... Attendez, je le mets dans le chat parce que c'est pas mon PC avec mon Twitter. C'est le PC d'à côté. Hop. Shosti, si tu peux le prendre et me l'envoyer par MP. Et on se le fera la prochaine fois. Et promis juré, craché, si je mange, je vais en enfer, tout ça. Que je triche pas avant, que je révise pas. On se le fera la prochaine fois. Et puis sur ce, Wilt il est territorial pick. C'est pour ça qu'il est pas un en vrai. Yes, yes, bonne info. C'est vrai qu'il y avait le territorial pick.
à l'époque. Et que du coup, alors pour ceux qui savent pas ce que c'est Territorial Peak, c'est que si t'avais fait ta fac dans l'Arizona, bah globalement, si t'avais une équipe de l'Arizona qui était, comment dire, euh, s'il y avait une équipe de l'Arizona qui était bottom, et bah elle choisissait le mec du coin, et puis voilà quoi. Donc c'était un peu au bonheur de la chance en fonction des QV quoi. Et il y avait un peu des guerres pour pouvoir avoir dans les facs euh, le joueur du coin pour après le mettre à la NBA. Donc c'était un peu aussi des pots de vin que la NCAA a toujours fait. Voilà, voilà. Sur ce, je vais vous dire je vais vous souhaiter une bonne nuit. Merci beaucoup d'avoir suivi le live jusqu'à tard ce soir. C'était hyper cool comme d'habitude. On se dit pour du stream vendredi prochain et je pense que ce sera encore tout seul. Alan étant en déplacement ces derniers temps. Sinon, moi je vous sors un scouting report dimanche sur Colin Gillespie, le meneur de Villanova de 5e année. Et puis bah vous savez après tous les jours un article, un scouting report, des podcasts qui arrivent, des replays disponibles sur YouTube. Et puis voilà, des bisous à tous, prenez soin de vous, vous êtes les meilleurs. Et on se voit ici même vendredi prochain, même heure, toujours vivant, assurément. Ciao à tous, bisous.